Bonjour à toutes et à tous, comme vous l'avez vu, donc du coup le nom de la chaîne a changé, c'est maintenant HC vous explique tout, au lieu de HC Web Application, même si je sais que ça peut faire un peu pompeux avec le explique tout, mais bon, ça ressemble plus à ce qu'il y a sur la chaîne plutôt que HC Web Application. En fait, il fallait vraiment que je change le nom d'origine qui à la base n'était pas fait pour accueillir ce genre de vidéo, c'est vraiment après où je me suis dit, il faut que je parle de vidéos explicatives, il faut que j'explique un petit peu comment ça fonctionne, etc. Donc je me suis dit, autant changer le nom de la chaîne pour que ça ressemble plus au contenu de la chaîne. Et en fait, ça caractérise plus maintenant le contenu de vulgarisation qu'il y a sur la chaîne plutôt que ce qu'il y avait avant. En tout cas, voici une nouvelle vidéo sur les techniques anti-piratage dans les consoles de jeu, où là donc du coup, aujourd'hui on va continuer sur l'équipe verte du spectre de vidéoludique, on va dire, avec la Xbox 360, pionnière, on va dire, de la nouvelle génération, avec donc du coup la PS3 et la Wii. Souvenez-vous du coup, lors du précédent épisode sur la Xbox, on avait parlé des nombreux soucis de sécurité que celle-ci avait eu. On s'était dit du coup que Microsoft allait sans doute rectifier le tir, avec donc du coup sa successrice. Successrice? Successeuse? Successrice? Choisissez. Microsoft a donc mis les moyens pour garantir que la Xbox 360 soit un havre de sécurité pour les développeurs et les éditeurs, mais vous allez voir que les pirates trouvent toujours un moyen pour contourner les sécurités. Générique. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures. La Xbox 360 est sortie en décembre 2005, soit un an et demi avant la PlayStation 3 en Europe, et fut donc la première console de 7ème génération. L'objectif de Microsoft était de sortir la console avant celle de Sony à tout prix, mais pas en rognant ni sur la sécurité ni sur les performances. Au prix de 299€, la Xbox 360 était la console de nouvelle génération la moins chère du marché, avant évidemment que la Wii n'arrive un an plus tard. Niveau design, la Xbox 360 a été pensée pour être l'opposé de la Xbox première du nom, avec un profil plus fin et des courbes pour éviter le côté monolithe, et une couleur blanche contrastant avec le noir profond de la Xbox originale. Même la manette a reçu ce traitement, avec une manette beaucoup plus fine que le Duke, et qui rappelle un peu la manette Slim de la première Xbox. Et à l'intérieur, fini l'utilisation de puces trouvables dans le commerce, notamment pour des raisons de sécurité. On retrouve un CPU PowerPC de nom de code Xenon, fabriqué par IBM et cadencé à 3,2 GHz, pouvant exécuter jusqu'à 6 threads en même temps. D'ailleurs, quelques petites anecdotes amusantes à ce sujet. D'une part, les kits de développement de la Xbox 360 n'étaient plus des PC tournant avec une version de Windows, mais des Power Mac G5 avec une version modifiée de Mac OS X. Logique, car seul Apple proposait encore des ordinateurs clés en main avec des processeurs PowerPC à l'époque. Autre anecdote, le processeur de la PS3, le Cell, et celui de la Xbox 360 étaient tous les deux fabriqués par IBM et tous deux basés sur la technologie PowerPC. Par un petit jeu de passe-passe, Microsoft a réussi à récupérer via IBM la technologie du Cell, créée conjointement avec Sony et Toshiba pour la PS3. On peut donc imaginer que la Xbox 360 et la PS3 ont quasiment le même processeur dans son fonctionnement le plus basique. Côté graphique, la Xbox 360 possède un GPU développé par ATI, devenu maintenant AMD, cadencé à 500 MHz et utilisant là aussi l'architecture unifiée, car le GPU a un accès privilégié à la mémoire de la console. D'ailleurs, ATI avait produit le GPU de la GameCube et produira également le GPU pour la Wii.
En parlant de la mémoire, la console possède 512 mégaoctets de RAM GDDR3, qui à l'origine ne devait être que 256 mégaoctets. C'est la société Epic Games qui, à l'époque, développait Gears of War pour la Xbox 360, qui a demandé à Microsoft d'augmenter la mémoire RAM de la console pour augmenter la qualité du jeu. Par contre, niveau stockage, Microsoft a supprimé le disque dur interne de la console en proposant alors des cartes mémoire sur les premiers modèles, puis ensuite un disque dur qui se branchait directement sur le port d'extension au-dessus de la console. A vrai dire, il n'y avait plus énormément de place à l'intérieur, ce qui posera des problèmes par la suite. La console évidemment a été un grand succès pour Microsoft, qui annonça en 2008 17,7 millions de Xbox 360 vendus à travers le monde depuis son lancement fin 2005. En guise de comparaison, la PS3, elle, s'est vendue à peine 3 millions d'exemplaires en 2008, tandis que la Wii, ce carton planétaire, s'est vendue à 10 millions d'exemplaires rien qu'en 2008. Mais ce formidable lancement possède un côté très sombre. Comme l'expliquait Peter Moore, devenu entre-temps président de la branche Xbox, l'objectif ultime pour Microsoft était d'être le premier à arriver à 10 millions de consoles vendues pour battre Sony. Mais malheureusement, cette course ne s'est pas déroulée sans accroc. À peine un an après sa sortie, de plus en plus de personnes commencent à se plaindre à Microsoft que leur console ne veut plus démarrer. À cause de 3 lumières rouges clignotantes au démarrage de celle-ci. Nommé le Red Ring of Death par la communauté, il indique simplement un problème matériel sur la console l'empêchant de démarrer correctement. Microsoft pensait alors à des cas isolés, mais le retour de consoles défectueuses s'accumulait de plus en plus à travers les États-Unis. Microsoft savait donc qu'ils avaient un gros problème sur les bras, surtout qu'ils ne savaient pas pourquoi la console cessait tout simplement de fonctionner. C'est pour ça que dès janvier 2007, Microsoft annonça l'extension de la garantie de 90 jours à 1 an de garantie, et a stoppé immédiatement toute production de nouvelles Xbox. Alors certes, Microsoft avait déjà suffisamment de consoles déjà préparées, et de plus, la Xbox Elite et Arcade doivent être annoncées en avril, laissant donc du temps à Microsoft pour trouver l'origine du problème. Car évidemment, le nombre de consoles défectueuses continue à grimper dangereusement, pour arriver à quasiment 50% de retour en garantie, soit une console vendue sur 2. La cause de ce problème était toute trouvée, c'était directement le design de la Xbox 360 qui était le problème. Un si petit environnement pour autant de puissance en était la cause. N'oublions pas que Apple avait quitté le marché PowerPC parce que les processeurs PowerPC utilisaient trop de courant et généraient trop de chaleur. De plus, l'Union Européenne venait d'adopter la directive RoHS qui obligeait d'utiliser des soudures sans plomb. Un métal certes toxique, mais aussi beaucoup plus résistant à la chaleur. Impossible pour les ingénieurs de changer le design de la console, donc des solutions temporaires ont été trouvées, comme changer les radiateurs ou une meilleure ventilation, mais aussi changer certaines puces pour qu'ils dégagent un peu moins de chaleur. Tout était donc prêt pour la version Elite de la Xbox ainsi que la version Arcade qui remplacera le modèle Core. Le dernier problème restait pour Microsoft est les millions de consoles Core produites et déjà vendues, mais également celles qui sont toujours en magasin ou dans les entrepôts. Ces consoles allaient être défectueuses, c'était une certitude, mais quand ? C'est là que les équipes de Microsoft ont pris la décision de remplacer ou de réparer toutes les consoles défectueuses, et même de payer les frais de port pendant 3 ans. Une décision indispensable pour sauver la marque. We've got to tell Steve, we're going to need to, here's what we had to do. We need to FedEx an empty box to a customer that had a problem. They would call us up with a FedEx return label to send your box, and then we would FedEx it back to them and fix it. Either keep your hard drive or send it to us. Yeah. And I am trembling, sat in front of Steve, who I love to death, but he can be an intimidating human being. And Steve said, okay, talk me through this. I said, if we don't do this, this brand is dead. This is a Tylenol moment. Steve looked at me, said, what are we going to do? I said, we got to take them all back. He said, what's it going to cost? And I just remember taking a deep breath, looking at Robbie and going, we think it's $1.15 billion, Steve. He said, do it. There was no hesitation. Right. I will never forget that moment, and I will always thank, if you're an Xbox gamer, you can thank Steve Ballmer for not even hesitating. Now, we were a wealthy company who could afford to do that. Sure. But not even hesitating because the brand was more important. If we hadn't made that decision there and then and tried to fudge over this problem, then the Xbox brand and Xbox One wouldn't exist today. What was that?
Revenons maintenant au sujet principal, l'anti-piratage sur Xbox 360. Microsoft a vraiment fait en sorte que sa console soit un gage de sécurité pour les développeurs et les éditeurs. D'ailleurs, Chris Satchell, ingénieur chez Microsoft, a indiqué à la presse « There are going to be levels of security in this box that the hacker community has never seen before. » Tout d'abord, au sein même du processeur, Microsoft a inauguré la technique des eFuses. Ces fusibles sont créés en interne dans le processeur Xenon et prennent la forme de petits interrupteurs au sein d'une banque mémoire interne au processeur. Initialisés en usine à la valeur 0, ils peuvent être basculés à 1 par une commande interne au processeur. Le processeur Xenon embarque 768 de ces fusibles, l'équivalent de 768 bits de données. L'avantage de ces fusibles, c'est qu'une fois leur valeur passée à 1, il est impossible par le processeur de modifier de nouveau cette valeur, d'où l'aspect fusible. Microsoft s'est donc servi de ces fusibles à plusieurs niveaux. Déjà, Microsoft s'en est servi pour différencier les consoles en cours de production des consoles vendues, en couplant certaines fonctions à des eFuses. Par exemple, la fonction de débogage était liée à un fusible, qui était brûlé une fois que la console était sortie d'usine. Ensuite, Microsoft s'en est également servi pour générer une signature unique par processeur, en brûlant plusieurs fusibles, permettant d'accroître la sécurité et d'empêcher la modification de cette signature. Et le reste pouvait servir pour déterminer la version actuelle de la console, car en effet, à chaque mise à jour de la console, la Xbox brûle un fusible, empêchant ainsi la console d'être remise à une version antérieure. Et tout cela était supervisé par l'hyperviseur, qui pour vérifier que la version de la console est la bonne, prenait la version de base de la console, version 2.0 1888, et additionnait le nombre de fusibles utilisés. Si le numéro de la version n'était pas correct, alors l'hyperviseur stoppait l'exécution. Évidemment, ce n'était pas la seule tâche de l'hyperviseur. Il jouait surtout le rôle de tour de contrôle de la Xbox 360. Tous les appels et toutes les fonctions devaient passer avec l'approbation de l'hyperviseur. Toute modification mémoire ou toute action entraînait un response check de l'hyperviseur. C'était un petit programme d'à peine 128 kilooctets, mais qui avait le plus haut niveau de privilège sur le système. Un peu comme l'hyperviseur mémoire sous Windows, qui empêche les applications d'aller trop loin, au-delà de l'espace mémoire qui leur est alloué, et ainsi de toucher d'autres applications. Donc par exemple, fini les buffers overflow qu'on pouvait trouver sur Xbox. Évidemment, la chose la plus importante, c'est que l'hyperviseur est chargé de vérifier que les exécutables sont bien signés par Microsoft. Et en plus, tout code exécutable doit être chiffré en RAM pour éviter toute modification externe. Évidemment, tout système a ses failles, l'hyperviseur n'était pas immunisé à cela. Tout commença avec un jeu dérivé d'un film, King Kong, le jeu vidéo. C'était un FPS assez classique de cette époque, mais assez fun à jouer, et qui va être crucial dans la découverte d'une faille dans l'hyperviseur. Figurez-vous que certes, l'exécutable du jeu doit être signé, mais les données du jeu, les musiques, les textures, les shaders, n'ont pas cette obligation. Il était donc possible de modifier un shader, qui n'est ni plus ni moins qu'un programme indiquant comment la carte graphique doit se comporter, pour exécuter du code non signé. Malheureusement pour les hackers, pour que ceci fonctionne, il faut un lecteur de DVD qui puisse lire les DVD gravés, ce qui n'est pas possible sur une console non modifiée. De plus, dès que Microsoft a eu vent de cette faille, ils ont vite envoyé une mise à jour de la console qui par conséquent a brûlé un fusible empêchant un retour à une version antérieure. C'est là que les hackers se sont attaqués à une autre puce, la puce SMC de la console. SMC pour System Management Controller, c'est une puce qui contrôle les fonctions essentielles à tout appareil électronique, comme la régulation du courant, la gestion des ventilateurs, de la température, ainsi que d'autres fonctions essentielles pour le processeur. Le SMC est aussi responsable de la désactivation des ports JTAG de la Xbox 360. Ces ports sont utilisés en usine pour le débogage des unités en cours de production. Comme c'était des ports de débogage, la question était « Est-ce qu'il est possible de reprogrammer le SMC pour réactiver les ports JTAG ?» Évidemment, la réponse est oui. Il est totalement possible avec un certain timing de bypass la puce SMC et d'empêcher le boot de désactiver les ports JTAG. En réactivant ces ports, on peut ainsi récupérer les données de la NAND du SMC et de temporairement retourner sur une version de la console contenant le King Kong hack. Cependant, le timing doit être très précis, car si le SMC devient instable, il peut faire crash le GPU ou le CPU et donc éteindre la console. Malheureusement, même si on arrive à recharger la version exploitable, la console ne va pas démarrer, car la console utilise un lockdown counter,
un compteur de fusibles encore valide qui doit correspondre au nombre de mises à jour encore possibles. Ce compteur est de 16 octets, soit 128 bits, et est vérifié sous la forme d'un hash. Malheureusement pour Microsoft, un problème de programmation fera que les pirates pourront décrypter très facilement ce hash. En effet, la fonction interne memory_compare est légèrement plus rapide quand le résultat est faux, une différence de l'ordre de 2000 microsecondes. Il était donc possible de savoir si le hash était incorrect, et donc de brute force le vrai hash de la console. Évidemment, Microsoft a patch cette faille au départ avec une simple mise à jour, puis ensuite de façon matérielle avec les modèles Zephyr et Jasper de la Xbox 360. Seuls les modèles d'avant 2008 étaient donc compatibles avec cette faille, il fallait donc trouver une nouvelle solution. Cette nouvelle solution a été trouvée par un hacker du nom de Raskar en 2011. L'idée était de s'attaquer directement au thread management du processeur et de lui faire exécuter du code PowerPC à la demande. L'objectif était, via le SMC, de réduire la vitesse du processeur au plus bas possible sans que celui-ci ne plante. Évidemment, la Xbox 360 a un système de sécurité qui tente 3 fois de démarrer. Si le démarrage est impossible, un red ring apparaît alors indiquant un problème. Mais ici, le hack fait en sorte que la console essaie de démarrer de façon infinie, en modifiant légèrement le reset point à 100 nanosecondes. Et comme tout processeur, à chaque reset du CPU, toutes les variables sont remises à 0. La console pense alors qu'elle arrive à démarrer correctement, car le CPU, à chaque redémarrage, renvoie un check positif au SMC. Mais ce démarrage est instable, parce que la console a besoin d'une certaine puissance de processeur pour pouvoir démarrer tous les autres systèmes. Le hacker peut donc introduire des données au sein du nouveau thread en contournant l'hyperviseur qui n'est même pas encore chargé à ce moment précis, et donc évidemment lancer du code non signé. Ce qui permet de lancer des dashboards custom permettant l'utilisation de Homebrew, mais aussi de pouvoir démarrer Linux sur sa Xbox 360. Le seul inconvénient est que cette méthode est très lente, certains démarrages de la Xbox peuvent atteindre jusqu'à 40 à 50 secondes et ne pas toujours fonctionner correctement, obligeant la console à s'éteindre. Ce hack fonctionne sur toutes les Xbox 360 et n'a jamais été patché par Microsoft. Disons que Microsoft avait d'autres chats à fouetter. Et voilà comment Microsoft a protégé sa console contre le piratage avec notamment l'hyperviseur. Mais celui-ci n'a pas suffi pour tenir à l'écart les pirates de la Xbox 360. Alors évidemment, on n'a pas parlé du support CD, on n'a pas parlé du format qui était utilisé et on n'a pas parlé évidemment du hack du lecteur DVD. Ça sera pour une prochaine fois. On va parler en fait du format XGD1 de la Xbox originale, du format XGD2 et du format XGD3, le fameux format XGD3. Et du coup on parlera du hack du lecteur DVD plus tard, quand on abordera donc du coup ces formats de disques qui ont été utilisés par Microsoft sur la Xbox 360 et je crois aussi la Xbox One. La Xbox Series utilise un autre format, je crois. D'ailleurs, on verra pour parler plus en détail plus tard de la PS3 qui elle aussi n'a pas été épargnée par les pirates. Car la PS3 a été pendant longtemps protégée des pirates à cause d'un petit move de Sony au moment de sa sortie, mais Sony en fait a après ouvert les vannes en désactivant une fonctionnalité très importante de la PS3, ce qui fera du coup que les pirates s'engageront dans une lutte contre le système anti-piratage sur la PS3. Pour finir avec le Red Ring of Death, Microsoft a publié en décembre 2021 un documentaire expliquant un petit peu les problèmes qui sont apparus sur la console et qui a amené ensuite au niveau du Red Ring of Death. En fait, c'est un problème, comme je le disais, de température, et en fait, c'est au niveau du bloc GPU. On a en fait les soudures en fait du bloc GPU, et à force en fait de chauffer, refroidir, en fait, les soudures s'ouvrait, se fermait en permanence, et donc du coup, au bout d'un moment, il ne faisait plus de jointure entre le substrat, entre la carte mère si vous voulez, et le bloc GPU, et au bout d'un moment, le bloc GPU était en fait juste dessoudé. Et donc du coup, au bout d'un moment, les dommages étaient tellement importants que vu qu'il n'y avait plus de contact, la console considérait qu'il n'y avait plus de carte graphique sur la console, et donc du coup ne pouvait pas démarrer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à liker la vidéo, c'est très important aussi, et à commenter la vidéo, ça aide pour le référencement, et c'est surtout si vous voulez voir plus de contenu, si vous avez des questions aussi sur Xbox 360, je peux très bien vous répondre
à ces sujets-là. N'hésitez pas également aussi à partager la vidéo, c'est très important aussi, partager la vidéo au plus grand nombre. Pas seulement en fait cette vidéo de la Xbox 360, mais aussi d'autres vidéos. La GameCube, la Xbox première du nom, la PlayStation 2, la Dreamcast. Là il manque juste évidemment les consoles portables, il faudrait que j'en parle un petit peu, peut-être de la PSP, peut-être un petit peu de DS, la DS peut être très intéressante aussi. Il y a également aussi les formats arcade, CPS1, CPS2 qui pourraient être intéressants avec les piles suicides. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, stay safe toujours, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!